L'Europe est au bord de l'implosion et chose singulière, ce n'est plus forcément l'Europe du Sud qui pose problème, mais l'Europe du Nord. La Suède et le Danemark, par exemple, sont au bord de la crise de nerfs face à l'afflux de migrants. Les extrêmes droites s'y font de plus en plus pressantes. Et voici que le Royaume-Uni se prononce bientôt par référendum sur le fameux Brexit. Le député des Français d'Europe du Nord, le philosophe Christophe Premat, est au cœur de ces problématiques. Il est notre invité en direct de Stockholm. Bonsoir, monsieur le député, merci d'être avec nous. Vous êtes élu dans cette circonscription justement des Français d'Europe du Nord. Alors, le pays où vous vous trouvez, la Suède, a déjà sur son sol 163 000 demandeurs d'asile. Ils sont arrivés en 2015 dans ce pays. Quel accueil leur est-il réservé ? Bon, d'abord, vous savez que c'est un pays qui traditionnellement a une politique en faveur justement de l'accueil des réfugiés. Et la pression migratoire est assez forte, la pression justement aux frontières, que ce soit, les frontières qui réapparaissent d'ailleurs avec cette crise des réfugiés, que ce soit entre le Danemark et la Suède, mais aussi entre la Suède et la Finlande. Donc il y a une circulation de ces réfugiés. Alors l'accueil qui est fait ici est quand même très très différent, puisque vous avez une tradition dans l'intégration, que ce soit avec justement un accueil scolaire, puisqu'il y a aussi un certain nombre d'enfants, parfois des enfants qui sont sans parents. Et la Suède a une tradition justement d'intégration par l'école. Lorsque le Premier ministre Manuel Valls était présent en septembre dernier, justement lors d'une visite officielle à la Suède, il avait pu visiter une de ces écoles qui permet justement d'intégrer assez rapidement les réfugiés par les langues, par des cours donc en suédois et des cours dans la langue des migrants. Alors, la semaine dernière, les autorités suédoises ont prévenu, monsieur le député, nous ne pouvons pas à nous seuls sauver le monde. Stockholm veut, semble-t-il, mettre un frein à cette politique d'accueil dont vous nous parlez ce soir. Qu'en est-il exactement ? En fait, c'est-à-dire qu'il y a une pression assez énorme par rapport aux structures d'accueil. Donc, j'ai parlé des écoles, il y a aussi les centres de réfugiés. Effectivement, il y a eu quelques tensions la semaine dernière avec notamment un meurtre dans un des centres de migrants. Et le ministre de l'Intérieur et notamment les ministres de l'Immigration ont annoncé qu'il fallait essayer de contrôler en fait l'arrivée des réfugiés pour les accueillir dans les meilleures conditions. Donc, c'est plutôt une stratégie assez pragmatique. Et puis, du coup, des contrôles ont été rétablis aussi avec la frontière danoise, puisqu'on a donc actuellement un camp de réfugiés dans la ville de Malmö, donc dans le sud de la Suède, ce qui est effectivement une entorse à la tradition donc suédoise d'accueil de ces réfugiés. Donc, il y a vraiment un changement, mais en même temps, une volonté aussi d'accueillir ceux qu'on peut accueillir dans les meilleures conditions. Tout cela, Christophe Premat, sur fond de percée de l'extrême droite, des droites populistes en Suède, mais pas seulement, dans d'autres pays de la région. Comment ces pays scandinaves, berceaux jusque-là d'une certaine social-démocratie accueillante et longtemps érigée en modèle, disons-le, comment ces pays vivent-ils ces changements ? Effectivement, comme vous l'avez dit, l'extrême droite, d'abord l'extrême droite est représentée au Parlement ici, puisque lors des dernières élections législatives, ils ont eu même une poussée, ils ont quasiment 49 députés, donc une cinquantaine de députés sur 350, sur 349. C'est donc, ils ont fait une poussée spectaculaire, ils sont autour de entre 20 et 25% dans les sondages, même si aujourd'hui, pour la première fois, un sondage fait état de leur baisse, ils sont quand même très puissants parce qu'ils se développent ils se nourrissent en fait de cette question migratoire en disant que voilà, nous avons un programme, nous pensons qu'il ne faut pas accueillir tout le monde, ça fait des années qu'on le dit et nous voici justement au cœur de l'actualité. Donc il faut arriver à corriger un certain nombre de choses qui sont dites dans le débat public et pour cela aussi faire preuve peut-être de réalisme et en même temps d'humanité. Je crois que c'est le meilleur compromis à trouver dans cette situation qui traverse toute l'Europe, puisque vous avez dans les pays voisins en fait des phénomènes similaires. Donc c'est vraiment quelque chose de très commun à tous les pays européens actuellement. Alors, outre cette crise migratoire et la question de l'asile, à ces réfugiés notamment, vous avez pris la plume, vous êtes en tout cas intervenu récemment pour vous prononcer contre la déchéance de nationalité en France et sur l'institutionnalisation de l'état d'urgence. Comment observez-vous cette évolution en France ? C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement le discours du président de la République le 16 novembre, 3 jours après les attentats,
un discours donc solennel, hein, donc, juste après, ces terribles événements. Et ce débat sur la déchéance, et donc il avait annoncé cette possibilité, mais comme une possibilité de pouvoir déchoir les terroristes, même s'ils sont nés français. Et puis, il y a eu cette annonce, justement, à la fin du mois de décembre, sur l'opportunité de cette révision constitutionnelle. C'est là qu'il faut faire attention. Effectivement, vous avez une menace terroriste, une menace qui évolue d'ailleurs en fonction des rapports géopolitiques, et la France est quand même relativement visée en Europe, spécifiquement visée par rapport à ce qui se passe en Syrie. Il faut faire attention à ne pas régresser sur le plan des libertés publiques et à inscrire dans la Constitution des dispositions qui ne sont pas utiles puisqu'elles existent par ailleurs. Il suffit simplement peut-être de réactualiser des textes, que ce soit pour la constitutionnalisation de l'état d'urgence, qui était l'article 1er aussi du projet de loi. Donc il existe la loi ordinaire de 1955 qu'il faut essayer de réactualiser. Et pour la déchéance de nationalité, celle-ci existe dans le Code civil. Il lui faut simplement trouver des dispositions. Donc le risque, c'est de régresser sur le plan des libertés. Donc moi, je m'oppose au principe même de l'opportunité d'une révision constitutionnelle. Et c'est pour ça que si le texte revient, je voterai aussi contre, parce que je pense que nous n'avons pas à mettre un coup de canif dans notre texte constitutionnel. Il faut tenir bon sur nos principes, il faut simplement utiliser les lois qui existent pour les réformer éventuellement, mais ne pas céder justement à ce climat de terreur où on pense que voilà, il faut absolument inscrire une mesure spectaculaire dans la Constitution. D'ailleurs, je rappelle à ce titre que la Suède, le même jour, donc le Parlement suédois, rejetait une proposition de loi de l'extrême droite sur la déchéance de nationalité. C'est bien la preuve que c'est pas un débat extrêmement utile par rapport à la lutte contre le terrorisme. Je pense qu'il faudra qu'on s'occupe de manière, donc sur le plan des coopérations même internationales, au statut de ces terroristes, parce qu'il ne suffit pas simplement de les renvoyer dans certains pays ou de les juger sur place et ensuite de procéder à une mesure d'extradition. Il faudra bien s'en occuper sur le plan des coopérations, et je pense peut-être que la Cour pénale internationale pourrait avoir une compétence élargie dans ce domaine. Christophe Rémat, vous avez aussi récemment pris position sur la question du droit d'asile dont on parlait tout à l'heure, mais spécifiquement pour votre pays, la France. Il y a un sujet qui agite beaucoup en ce moment le pays, c'est la jungle de Calais, entre guillemets, ces camps de migrants installés dans le nord de la France. Le démantèlement a commencé le mois dernier. Il devrait entrer demain dans une nouvelle phase. On évoque la possibilité d'intervention des forces de l'ordre pour évacuer 1000 à 2000 personnes. Alors Bernard Cazeneuve, le ministre français de l'Intérieur, précise aujourd'hui que ce sera progressif et par la persuasion. On ignore ce qu'il veut dire par là. On verra demain. Mais en attendant, que vous inspire cette situation ? C'est une situation humaine de détresse, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe à Calais ? Parce que bon, il y a plusieurs phénomènes à Calais. Il y a déjà un problème franco-britannique sur la gestion des flux migratoires qui date depuis assez longtemps. Ça fait régulièrement qu'on a des soucis dans la coopération, puisqu'en fait la France, le Royaume-Uni a tendance à sous-traiter le problème des migrants qui arrivent à Calais. Du coup, on a connu par le passé aussi le camp de Sangatte. Donc il y a une longue histoire qui est derrière, une longue histoire franco-britannique. Il y a les accords du Touquet. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a ce qui se passe avec toutes les dernières vagues de réfugiés, où effectivement une pression énorme s'est exercée sur Calais. Et donc le démantèlement, ça va être compliqué. Ça veut dire qu'il va falloir faire un tri entre les migrants, renvoyer certains dans des centres d'accueil pour essayer de les traiter au mieux. Là, vous avez une situation humaine qui va demander beaucoup de sang-froid de la part des forces de l'ordre. Donc il faudra observer. J'ai noté que la préfète de Calais avait annoncé que le démantèlement se poursuivrait jusqu'à mercredi pour essayer de régler ce problème de jungle. Et effectivement, c'est une situation dramatique où on intervient en urgence. Le tout est d'avoir les meilleures conditions pour essayer justement d'orienter ces personnes dans les centres d'accueil qui pourront leur offrir un accueil digne de ce nom. Après-demain, mercredi, Christophe Prémat, vous serez en visite à Londres, la capitale britannique. C'est tout sauf anodin puisqu'il s'agit de la ville dans le monde qui accueille le plus d'expatriés français. Il y a un débat qui agite en ce moment, bien entendu, toute l'Europe. C'est l'avenir du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Brexit ou pas Brexit ? Écoutez ce qu'en pense le maire de Londres, Boris Johnson. La dernière chose que je voulais était aller contre David Cameron ou le gouvernement. Mais après avoir tourné et retourné le problème dans tous les sens, je ne crois pas pouvoir faire autre chose que défendre le Brexit, ou quel que soit le nom qui lui est donné.
Voilà, ça s'annonce compliqué pour les conservateurs en Grande-Bretagne. Christophe Prémat, beaucoup jugent très sévèrement les concessions faites au Premier ministre britannique David Cameron. C'était ce week-end. Quel est votre avis sur ces concessions? Équilibrées ou pas? C'est un accord qui a été assez dramatique, à la limite comme on a connu dans l'histoire. C'est-à-dire que vendredi soir, David Cameron a prononcé sa conférence de presse. Il était 10h30 et l'accord portait justement, l'une des clauses portait sur l'exemption fiscale de la ville de Londres. Donc c'est pour ça que je pense que le maire est impliqué dans ce débat sur le Brexit. Et le président Hollande était assez défavorable à ce qu'il y ait ces zones d'exemption. Donc il y avait un certain nombre de conditions. Il y a eu un moratoire que le Premier ministre Cameron a prononcé, une sorte de délai de 7 ans sur lequel il pourrait justement, le Royaume-Uni pourrait retrouver une bonne partie de sa marge de manœuvre pour ensuite tester, savoir ce que les politiques européennes allaient devenir. Il a présenté cet accord comme étant un bon accord pour le Royaume-Uni qui respecte la souveraineté du Royaume-Uni. Mais vous voyez bien que derrière, c'est le risque d'une réalité qui existe déjà, à savoir une Europe à la carte qui se construit. Et je pense que c'est l'occasion, ça sera l'occasion peut-être de redéfinir le projet européen, de redéfinir une gouvernance politique, une gouvernance de la zone euro aussi. Et pour les pays qui ne sont pas dans la zone euro, on aura peut-être des accords privilégiés. En tous les cas, c'est un débat difficile, mais qu'il faut affronter. Moi, il se trouve que dans les permanences que je fais aussi en Grande-Bretagne, j'ai régulièrement des Français qui y résident et qui m'interrogent sur les conséquences possibles du Brexit. Donc je crois qu'il faut peut-être d'abord un petit peu dédramatiser le débat pour ensuite voir les enjeux. Et je pense que le maire Boris Johnson parle d'une part de cette clause qui a été discutée sur l'exemption ou pas de justement, la ville de Christophe Londres. Prémat, on a bien compris évidemment sur la clause, mais justement sur les conséquences concrètes et éventuelles d'un Brexit sur les expatriés français à Londres, quelles seraient-elles? Que vous ont dit vos administrés? D'abord, moi, ils me demandaient un petit peu d'anticiper. C'est compliqué d'anticiper en politique, de leur dire... Moi, j'ai rassuré sur le fait que d'abord, on pouvait très bien, à un moment de son histoire, faire le choix de sortir de l'Union européenne, et je pense qu'il y aurait certainement une forme de partenariat privilégié qui pourrait être négocié. Mais on n'en est pas encore là. Je pense que d'abord, il y a le temps du débat. Il faut affronter toutes ces questions. Il faut savoir quels sont les enjeux. Pourquoi est-ce qu'on aura une sortie de l'Angleterre? Qu'est-ce que cela impliquerait? Et dire aussi aux Français qui y résident que la coopération bilatérale franco-britannique est excellente dans le domaine de la défense, de la sécurité. C'est une coopération qui est structurée dans le temps, justement parce que la Grande-Bretagne a déjà un statut spécial au sein de l'Union européenne. Donc il ne faut pas dramatiser outre mesure ce qui peut se passer. Si jamais la Grande-Bretagne devait quitter l'Union européenne, j'imagine qu'il y aura une présence française encore solidifiée, une présence officielle. Donc il faudrait peut-être, en termes de mobilité, les Français qui résident déjà en Grande-Bretagne auraient peut-être un certain nombre de démarches administratives à faire sur les visas de travail ou sur mais je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude outre mesure à avoir, si ce n'est qu'il faut par contre participer au débat. Et je sais qu'ils sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas participer au référendum, au vote. Mais je pense que dans le débat, il faut essayer de persuader et peut-être de ne pas dramatiser en ignorant les positions qui sont justement en faveur de ce Brexit. Je pense qu'il faut peut-être se poser les questions de savoir ce que la Grande-Bretagne peut apporter aussi à l'Union européenne. Christophe Prémat, député des Français d'Europe du Nord, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.